Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode de Nos voix pour des toits. Mon nom est Judith Lucier, je suis journaliste et pour celles et ceux qui me connaissent pas, je suis féministe et évidemment, le bien-être des femmes me tient énormément à cœur. Je suis moi-même impliquée dans une ressource d'hébergement pour des femmes en situation d'itinérance, l'Auberge Madeleine à Montréal. Dans cet épisode, on se penche sur les multiples réalités des femmes locataires qui méritent d'être mises en lumière puisque selon les plus récentes études du FRAPRU et du RQOH, celles-ci consacrent une part plus importante de leurs revenus pour se loger. Elles sont plus nombreuses à occuper des emplois à temps partiel, précaires ou non syndiqués et elles sont tout simplement plus nombreuses à être chefs de famille monoparentale. C'est de plus en plus difficile pour ces femmes de pouvoir assumer seules un logement suffisamment grand pour plus d'une personne. Dans le cadre de notre 6e rendez-vous, on souhaite vulgariser avec l'aide de notre partenaire Célia Félix Dagenet, locataire de la coopérative d'habitation des Cantons de l'Est à Sherbrooke, les expériences de discrimination et les inégalités vécues dans les immeubles locatifs, alors que les femmes sont toujours plus à risque d'être mal logées, notamment à raison de leur plus grande pauvreté, et plus nombreuses à vivre de l'insécurité dans leur logement. Enfin, contrairement à la formule à laquelle on vous a habitué, plutôt que de se déplacer vers une région du territoire de la Fédération, on étend cette fois-ci ce territoire à l'échelle provinciale pour stimuler un échange démontrant les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes jusqu'à la question du toit au-dessus de nos têtes. On va pouvoir se pencher sur les principaux enjeux d'habitation dans la vie des femmes québécoises par le biais d'un échange avec Catherine Fournier, Gaëlle Fédida et Véronique Laflamme, des femmes dont l'expertise correspond aux diverses questions qu'on s'apprête à toucher. Avant, pour ouvrir la réflexion, on prendra d'abord le temps de donner la parole à des femmes qui, trop souvent, peuvent pas sortir de l'ombre par peur de vivre un échec ou par peur des représailles, des femmes qui sont souvent peu écoutées et qui doivent rester fortes devant les 1001 péripéties qui se présentent à elles. On a eu la chance de recueillir 2 témoignages anonymes de femmes victimes de violences conjugales qui ont repris le contrôle de leur vie. Mon histoire à moi, c'est que j'étais étudiante à la maîtrise. J'ai commencé ma maîtrise en même temps que j'ai commencé à habiter avec mon chum de l'époque. Puis j'ai pas eu recours au service de centre d'hébergement parce que à l'époque, je comprenais pas du tout que la situation était grave. Au départ, il y avait comme une alliance un peu entre le propriétaire puis mon ex. C'est mon ex qui recevait tous les papiers concernant l'appart. Puis quand je l'ai laissé, il refusait de me les transmettre. Le propriétaire s'adressait à mon ex quand il nous parlait, comme si c'était lui vraiment l'homme du foyer, la personne responsable. La sœur de mon ex habitait dans l'immeuble. Puis son beau-frère, c'était l'homme de main du propriétaire. Fait que je me sentais vraiment un peu prise au piège. Puis tous les meubles appartenaient à mon ex parce qu'il venait d'un milieu privilégié, puis pas moi. Ses parents lui avaient tout donné gratuitement, puis ses parents payaient aussi son loyer. Fait qu'il se donnait le contrôle sur mon utilisation des électroménagers, par exemple. Dès que je lui désobéissais, il éteignait le four, il arrêtait ma brasser, il débranchait tout, puis il me disait que j'avais pas le droit d'utiliser ses affaires. J'avais juste vraiment l'impression de vivre chez lui. Puis il brisait beaucoup mes affaires, ou il me les confisquait. Il me menaçait souvent de m'embarrer dehors si je quittais la pièce pendant qu'il me criait dessus. Aucune porte se barrait dans l'appartement. Puis il y avait aucune pièce où je pouvais me réfugier quand on se disputait. Il me suivait dans toutes les pièces. Quand je voulais dormir dans la chambre d'amis parce qu'on s'était disputé, il me réveillait jusqu'à ce que je sois plus capable, puis que je sois obligée d'aller dormir avec lui. Je me rendais pas compte que ce que je vivais, c'était de la violence conjugale, puis que c'était urgent que je parte, parce que je me faisais pas frapper, je me faisais juste constamment battre psychologiquement. Puis il y avait aussi beaucoup de coercition sexuelle. Je me suis vraiment laissée souvent faire, parce que je savais que c'était la guerre si je disais non, puis je pouvais juste jamais m'enfuir, parce que même si je changeais de pièce, il me suivait jusqu'à ce que j'accepte. J'hésitais vraiment à partir parce que j'avais 0 argent pour payer 2 loyers. Puis en même temps, mon ex payait même pas le sien, fait que c'était super injuste.
juste de penser à cet appartement-là me fait vraiment, vraiment bad tripper. Même quand j'étais pas à l'appart, il me textait sans cesse pour me dire que j'avais mal lavé tel ou tel truc, que j'avais sali ses affaires. Je pouvais juste jamais vraiment m'échapper de lui. Une chance que j'ai pu compter sur mes parents pour m'aider à sous-louer un autre appart, parce que toute seule, j'aurais jamais eu les moyens. Vers la fin, honnêtement, j'étais vraiment plus moi-même, puis ça m'est même arrivé de lui lancer des objets parce que j'en pouvais vraiment plus, qu'il me suive partout, qu'il me harcèle sans cesse. Puis lui m'a jeté dans un rack de séchage qui s'est complètement démantelé quand je l'ai percuté. Puis c'est la seule fois qu'il a utilisé de la violence physique contre moi parce que son truc, c'était vraiment plus le harcèlement psychologique puis la manipulation. Mais à ce jour, à chaque fois que j'utilise ce rack-là, j'ai vraiment des flashbacks de la violence que j'ai endurée. Puis on pense toujours qu'on peut s'entendre à l'amiable avec un partenaire parce que c'est un adulte. Mais en vrai, on sait jamais comment un gars va réagir quand pour la première fois de sa vie, il se fait dire non. Quand mon ex a vraiment bien compris qu'on reviendrait pas ensemble puis que je serais plus jamais sa blonde, il s'est mis à inviter une fille chez nous, même si, évidemment, j'avais très clairement manifesté mon désaccord. Puis à chaque fois que je voyais cette fille-là, mon cœur s'arrêtait de battre. Puis j'ai vraiment voulu la mettre en garde contre ce qui l'attendait, mais j'étais pas capable de dire un seul mot. Si je lui écrivais ou quoi que ce soit, j'allais être punie pour avoir parlé. Que mon ex allait faire prendre un bain à mon ordi ou supprimer mon mémoire de maîtrise, puis il a souvent menacé de le faire d'ailleurs. Avec la crise du logement, avec la COVID, je pense à toutes les femmes qui peuvent pas s'en aller facilement. Puis je pense très souvent à ce que ça aurait été de vivre le confinement avec une personne violente. Puis je pense souvent à celles qui vivent avec un conjoint violent à une époque où, pour accéder à la propriété, il faut carrément être en relation avec un homme qui gagne plus que nous. Moi, j'étais étudiante, j'avais pas une scène. Puis je pense à mon ex qui me faisait tellement de pression pour qu'on vive ensemble, qui voulait même qu'on se marie pour avoir le plus de contrôle possible sur ma vie. Puis l'engagement, c'est faussement vu comme la plus grande preuve d'amour. Mais en vrai, ça l'est pas tout le temps. Puis c'est une chose qui est beaucoup attendue des femmes, de faire des choix en fonction de leur conjoint, de mettre leur partenaire au centre de leur existence. Puis à chaque fois que je refusais de le faire, mon ex me reprochait de pas l'aimer assez, puis ça me faisait vraiment vivre de la culpabilité. Ton chum a pas besoin de te frapper pour que ça soit de la violence conjugale. Tellement de femmes, j'en suis persuadée, endurent du harcèlement psychologique et de la coercition sexuelle en se disant au moins il me frappe pas, puis au moins il me viole pas. Mais en vrai, c'est terrible d'endurer ça, puis ça aussi, c'est de la violence. On l'entend très bien dans le témoignage de cette jeune étudiante de l'Estrie. Beaucoup de femmes endurent une situation malsaine pour leur santé physique ou mentale, par défaut ou par obligation. Plusieurs d'entre elles ne connaissent pas les ressources qui sont à leur disposition, que ce soit les organismes offrant du soutien, les centres de femmes, les services d'intervention ou les maisons d'hébergement de deuxième étape. Les problèmes qu'elles vivent finissent toujours par s'intensifier et elles se retrouvent prisonnières de l'endroit qui devrait être leur havre de paix, trop souvent contraintes à se taire en raison de leur précarité ou par peur de perdre leur logement. Je vous invite à poursuivre votre écoute en plongeant dans l'histoire de cette mère de la Montérégie qui a eu le courage d'aller chercher de l'aide. Beaucoup de personnes croient que violence conjugale veut dire il t'a battu, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Le physique, non, il n'y a pas le physique. Financièrement, quelqu'un peut abuser de toi. Psychologiquement, quelqu'un peut abuser de toi. Moi, j'ai pas vécu le physique, j'ai plutôt vécu le psychologique et le finance. Il voulait pas que je sorte, il voulait pas qu'on rencontre des familles, il voulait pas qu'on rencontre des amis. Alors, à chaque fois qu'on parlait d'une situation, il le remontait comme s'il cherchait la dominance et s'il avait pas ça, ça tournait en chicane. Si on se chicane, je vais pas juste dire, OK, oui, je me laisse au lit pour toi. Je gardais ça privé pour moi. Et il utilisait ça comme une autre chicane. Dans le sens que, par exemple, il me disait, oh, tu vas aller voir un homme, hein. Dernièrement, je suis sûre que tu as couché avec un homme, c'est pour ça que tu me donnes pas. Il utilisait tous les moyens pour abuser de ma situation, du fait que je travaillais pas, je venais d'accoucher et je suis à la maison. Alors, financièrement, il voulait que je dépende de lui. Financièrement, parce que j'avais pas d'argent, j'ai décidé de rester un peu plus. C'est lui qui payait tout. Il commençait à utiliser la manipulation de « Oh, il faut que tu commences à travailler pour que tu m'aides à payer les loyers. » J'ai rien dit. Mon premier travail qu'un ami m'a fait de la connexion, j'ai commencé temporaire. La chicane commence. « Oh, tu t'en vas où comme ça? Une femme mariée comme toi? Ou tu t'en vas avec t'as des enfants à prendre soin? Pourquoi tu quittes la maison? » Mais
On a parlé et tu m'as dit, va chercher un emploi et aide-moi à payer. J'ai appelé la chicane s'est débordée que j'ai appelé le travail que je pourrais pas rentrer. Et c'était ça ma dernière fois que j'ai travaillé. J'ai dit non, c'est assez. Une première fois, j'ai appelé, où est-ce que le premier hébergement que j'étais, j'ai hésité, j'ai raccroché. Alors, je me suis dit, je vais prendre ce temps-là, réfléchir. J'ai commencé à planifier. Quand je vais déménager, quand je vais préparer les sacs des enfants, je faisais ça en cachette. Je faisais les valises, puis je mettais dans le garde-robe. À un moment donné, ma grande fille, elle avait fini l'école. L'heure passait, puis normalement, elle arrive à 3h30, elle est à la maison. Je regardais l'heure, 4h, elle n'est pas là. 4h30, je regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je mets un manteau pour quitter, elle était à la porte. Elle voulait pas rentrer parce que la chicane avait recommencé. Une journée, là, l'école m'a appelé comme quoi elle a voulu faire du mal aux autres enfants exprètement parce que je pouvais même pas en parler que c'est moi qui est la cause. Pourquoi elle agit comme ça? Alors, j'ai pris la situation en main, je lui ai parlé, j'ai dit, garde, des choses comme ça, il faut que tu vois que si tu veux rester avec maman, il faut que tu agis le mieux possible pour ne pas que le monde sait que c'est ça qu'on est en train de vivre, mais plutôt qu'il faut qu'on reste ensemble. Parce que si je te perds, c'est sûr que je vais perdre les deux autres. Alors, je lui ai parlé, elle s'est calmée, mais ce qu'elle a voulu faire à l'école, j'ai tellement ça en tête que ça me blesse de jour en jour parce qu'à cause de moi, essayant de régler une situation famille, une situation mariage, ça affecte mes enfants, ça affecte leur fonctionnement, leur développement et tout. Quand elle m'a vu qu'elle est revenue de l'école, elle a vu que je faisais de bagage, mais elle comprenait pas parce que je voulais pas lui en parler durant la semaine, puis elle me pose des questions. Alors elle aussi, il fallait que je lui cache pour arriver la journée où est-ce qu'on quittait. Et quand je lui ai dit, elle m'a regardée, elle me dit, je crois que c'est pour le mieux. Pour un enfant 11 ans, elle m'a dit ça, je l'ai tellement embrassée dans mes mains. Finalement, quand j'ai décidé d'y aller, cette journée-là, c'était sa journée au travail. Alors, je me suis dit, tôt le matin, je commence à préparer. J'avais de la nourriture que j'avais déjà préparée dans le frigo. J'ai commencé à emballer. Honnêtement, juste à le dire, c'est comme si c'était un film que j'ai vécu. Voilà ton scénario, fais-le sans hésiter. Puis c'est ça que j'ai fait. Rendu la soirée, quand il est arrivé à la maison, on n'était plus là, puis on n'est pas retourné depuis. Et il n'a pas vu ses enfants depuis. Au début, c'est moi qui forçais à dire, on va appeler papa. Je voulais voir leur réaction. On va appeler papa. Puis, elles m'ont regardé comme, genre, ma plus jeune connaît pas papa, mais la deuxième connaît, elle était proche avec papa. Ça fait partie des règles quand tu arrives là. Il faut que tu appelles parce que c'est sûr qu'il va appeler la police et il a appelé la police, mais j'étais en mouvement d'avance. Alors, j'ai appelé, je lui ai envoyé un message. Il a commencé à me parler vulgairement. Puis, la police m'a appelé. L'inspecteur, il a fait le rapport, m'a appelé. Il me dit, Madame, j'ai ici monsieur qui dit que vous avez quitté avec ses enfants. Vous l'avez pas averti, blablabla. J'ai dit, monsieur, j'ai déjà fait un rapport de police auparavant concernant monsieur. Et si vous pouvez vérifier, c'est une des raisons pourquoi on n'est plus là. Et on est bien sain et sauf dans un milieu bien et sauf. Je pourrais pas vous dire. Monsieur est avisé. J'ai un message texte preuve comme quoi je l'ai avisé. L'inspecteur m'a dit, je vous souhaite joyeux Noël. Bonne journée. Dépendamment de ta situation, tu leur expliques avant ta situation qu'est-ce qui fait que tu cherches un hébergement. Et il y a des règles où est-ce que si tu retournes ou si tu fais en sorte que monsieur te retrouve, tu quittes. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'était moi qui étais sur le bail. C'est sûr que quand on applique dans le marché, ils regardent qui a plus la crédibilité de la personne et c'était moi sur le bail. Alors ça, c'est une chose que j'ai appris quand j'étais au premier hébergement et je les ai expliqué que c'est mon nom sur le bail. Alors ils m'ont donné les ressources et les moyens comme j'ai dû faire une lettre pour envoyer à l'administration du coopératif où est-ce qu'on habitait, comme quoi je vais être enlevée du bail et je veux plus re-signer tout et ça. Être en hébergement, eux aussi, ils ont des lois où est-ce que quand tu vis dans une situation de violence conjugale, certaines choses te protègent. Alors, j'avais quand même un backup. Quand on cherchait des appartements, avoir des enfants, ils nous ont dit non, vous avez d'enfants, madame. Un 4,5, ça suffit pas. Non, vous allez faire trop de bruit. L'appartement, c'est à tel niveau. Ils vont faire de bruit pour les personnes en bas. Alors, j'ai vraiment eu des ressources. Et je trouve que être une femme avec des enfants, n'aie pas peur de prendre ces ressources-là ou de voir comment ça peut t'aider. Et c'est ça qui je voulais pas être perdue. Je voulais pas être homeless.
Grâce à Internet, il est aujourd'hui possible, au moyen d'une recherche rapide, de trouver des informations alarmantes sur les risques auxquels les femmes sont exposées, des risques qu'elles ne devraient tout simplement pas avoir à confronter. La situation économique des femmes âgées de 65 ans et plus demeure plus précaire que celle des hommes du même groupe d'âge. Elles vivent plus souvent seules que les hommes et elles ont accès à moins de revenus de retraite, notamment en raison de leur salaire moins élevé lorsqu'elles étaient sur le marché du travail ou en raison des années passées à la maison pour s'occuper des enfants et des tâches domestiques. Les femmes seules, immigrantes ou autochtones sont confrontées à des difficultés supplémentaires pour accéder à un logement abordable et sécuritaire parce qu'elles sont davantage discriminées et marginalisées. Notons que plus de la moitié des Québécoises vivant seules consacrent plus de 30% de leurs revenus au loyer et le quart plus de 50%. Les femmes immigrantes, elles, paient près de 12% plus cher pour se loger que les femmes non immigrantes. Pour se trouver du logement ou du travail, ces dernières subissent donc une double discrimination, en tant qu'immigrantes et en tant que femmes. D'ailleurs, il n'est pas rare que malgré leur haute qualification, elles se retrouvent à occuper des emplois à faible salaire et à subir des conditions de travail difficiles. De plus, comme les femmes immigrantes, les femmes autochtones et inuites sont la cible d'une double discrimination, elles aussi, pour accéder à un logement en milieu urbain, et ce, même si la loi sanctionne évidemment de telles pratiques. Parmi la population autochtone en situation d'itinérance, les femmes sont aussi proportionnellement plus nombreuses que les hommes. Parlant de personnes marginalisées, les femmes en situation de handicap sont confrontées elles aussi tout au long de leur vie à une pénurie de logements adaptés. Plus pauvres que les hommes en situation de handicap, le tiers d'entre elles vivant sous le seuil de la pauvreté, l'accès au marché du travail leur est plus difficile. Célia Félix Dagenet, membre bénévole de notre comité conseil, s'intéresse justement à ces statistiques auxquelles on n'accorde pas assez d'importance. Des données peu reluisantes qui sont pourtant connues et qui brossent un portrait frappant de la situation telle qu'on l'observe au début du 21e siècle. Quand on parle du droit au logement, on parle pas juste des logements sociaux, mais de toutes les autres mesures sociales nécessaires pour répondre aux besoins et aux droits de base universels de chaque individu dans notre société. Ce que je veux dire par là, c'est tous les enjeux comme la pauvreté systémique, la lutte pour avoir accès à un meilleur salaire minimum, la dénonciation de l'exclusion sociale des groupes marginalisés et aussi de remettre en question l'application des mesures concrètes qui existent ou qui n'existent pas pour défendre les droits des personnes, particulièrement avec la loi sur les soins de santé et les services sociaux. Parce que c'est toutes ces choses-là ensemble qui font que ces personnes sont précarisées d'une manière qui est à la fois invisible, mais aussi terriblement cruelle. Puis ce que ça a comme effet, c'est qu'on va alors individualiser ce problème-là. On va penser que c'est une responsabilité de la personne elle-même d'être en situation de pauvreté ou d'être en situation d'itinérance, alors que ce n'est pas de sa faute. Dans le fond, ce qu'il faut collectiviser puis réaliser ensemble, c'est que c'est pas un trait de caractère, mais plutôt des situations qui nous sont imposées, avec lesquelles nous sommes forcés de vivre à cause de notre environnement. J'aimerais nous inviter à reconnaître qu'il s'agit d'un problème structurel puis de prendre en considération l'intersectionnalité de la lutte pour le droit au logement. Quand on parle d'exclusion sociale, les femmes en sont un bon exemple. On peut faire le parallèle avec les enjeux que je viens de nommer. Elles vont même vivre de la part des propriétaires, voire de d'autres locataires, de leurs voisins, de la discrimination genrée. En tant que membre de la communauté LGBTQIA2S+, j'aimerais d'ailleurs en profiter pour souligner un angle mort qui est parfois invisibilisé dans les discours féministes menés par et pour les femmes blanches et cisgenres. Je parle ici de la notion de binarité de genre et des réalités des personnes non-binaires, tout comme celle des femmes à la croisée des oppressions qui passent souvent sous le silence. Puis ça nous amène à poser un regard basé sur l'analyse différenciée selon le genre et non selon le sexe. À commencer par les réalités des femmes trans qui sont des femmes, point. Des femmes qui vivent davantage de discrimination en logement que les femmes cisgenres. Et c'est ça qu'on entend par le féminisme intersectionnel, c'est qu'il y a des inégalités entre les femmes elles-mêmes. C'est pourquoi on parle de femmes à la croisée des oppressions. Cette analyse reconnaît donc que non seulement les femmes sont discriminées parce qu'elles sont des femmes, mais certaines sont également ciblées par d'autres formes de violence systémique comme le racisme, la transphobie. Donc, quand on veut se mobiliser pour le droit au logement puis le droit des femmes, on doit prendre en compte l'ensemble de ces réalités pour s'assurer de défendre tous ces enjeux. Puis si on le fait pas, c'est tout le monde qui perd. Maintenant que j'ai fini cette parenthèse, parlons de l'itinérance chez les femmes qui est bel et bien réelle, même qu'on parle plus souvent qu'autrement d'une itinérance cachée. Et par cachée, ce qu'on veut dire, c'est que les femmes peuvent pas se permettre de rester dans la rue pour des raisons qui sont évidente, mais ce qu'on sait pas, c'est que ces femmes font quotidiennement face à un faux choix, le choix de rester dans un foyer violent ou
d'aller dans la rue. Même au sein de la communauté étudiante, en raison de la précarité financière, il y a plusieurs femmes qui n'ont pas d'autre option que la colocation forcée pour être capable de subvenir à leurs besoins. Puis oui, des fois, c'est par choix, mais des fois, ça l'est pas. Puis ça peut exposer les étudiantes à des risques qu'elles n'auraient pas si elles avaient les moyens de pouvoir vivre seules en logement. Quant aux femmes en situation de handicap, sont en fait beaucoup plus à risque de vivre tout type de violence, que ce soit économique, physique, sexuelle. Ces enjeux touchent également les femmes aînées. Par ailleurs, il y a du racisme et de l'agisme dans l'accès au logement, mais aussi dans le maintien du logement. Et les personnes vont être victimes d'harcèlement de leurs propriétaires, de discrimination, de préjugés. La majorité des gens ne réalisent pas, en fait, que par leur biais inconscient, ils vont discriminer ces personnes de manière quotidienne. C'est ce qu'on appelle des micro-agressions, mais faut se méfier de ce terme-là parce que ça veut pas dire que c'est pas une grosse agression. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose de répétitif et de quotidien. Ce qui nous ramène à la nécessité de collectiviser tous les enjeux qui sont intrinsèquement reliés avec la crise du logement. C'est pas pour rien que, selon le dernier état des lieux de Concertation Femestri, les 3 enjeux urgents pour améliorer les conditions de vie des femmes, c'est la sécurité, le transport et, je vous laisse deviner le dernier, le logement. En résumé, je dirais qu'il est temps qu'on réalise qu'on est toutes et tous concernés par la pauvreté, l'itinérance, l'exclusion sociale, puis le sentiment d'insécurité. Pourtant, on a la capacité de changer les choses. Puis si ça, c'est pas une bonne manière de vulgariser pourquoi le féminisme a encore sa place aujourd'hui, dites-vous que je pourrais faire un podcast complet là-dessus. En mars dernier, on a enregistré un entretien faisant office de table ronde pour cet épisode. Alors que les tables rondes régionales sont normalement animées par le directeur de la Fédération, Martin Bécotte, celui-ci a préféré se retirer de cette discussion dans le but de laisser la parole aux principales intéressées, les femmes. Sur un panel entièrement féminin, j'ai donc eu la chance de m'entretenir avec Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Économiste de formation, Catherine Fournier a été députée de Marie-Victorin de décembre 2016 à novembre 2021. Elle est la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec et depuis l'automne dernier, elle est maintenant la mairesse de Longueuil. J'ai aussi parlé à Gaëlle Fédida, la coordonnatrice des dossiers politiques de l'Alliance MH2. L'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales est un regroupement provincial de 34 membres répartis dans les différentes régions du Québec. Ils offrent des logements ainsi que des services spécialisés en violences conjugales post-séparation, proposant de l'hébergement de transition. Et finalement, Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, était aussi des nôtres. Cet organisme est notamment actif sur les enjeux d'aménagement urbain, de lutte contre la pauvreté et de promotion des droits sociaux. Durant cet échange, nous avons discuté de l'état de la situation au niveau national en prenant le pouls des différentes réalités des femmes locataires. Puis nous avons abordé les défis que ces femmes rencontrent dans leur milieu de vie pour finalement nous concentrer sur les solutions envisageables pour améliorer les conditions d'habitation des femmes. C'est donc un condensé des moments forts de cette heure de discussion diffusée en direct sur Facebook le 30 mars dernier que je vous présente ici, alors que nous avons traité des enjeux de la pauvreté systémique qui touchent les femmes de notre société. Véronique, c'est quoi la réalité sur le terrain? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Parce que là, c'était beaucoup de données factuelles, mais comment ça se vit sur le terrain? Bien, les données sont importantes pour avoir un aperçu de comment le logement et à quel point le logement est fondamental, en particulier pour les femmes, et les conséquences que la crise actuelle du logement a pour les femmes, notamment pour celles en situation de très grande précarité. On va y revenir. Actuellement, on vit un peu partout au Québec là, une pénurie de logements qui s'est étendue. Elle est partout, la pénurie de logements, sauf sur l'île de Montréal et dans 2 autres villes. Mais en fait, dans le cas de Montréal, on a une pénurie de logements abordables. C'est une situation plutôt particulière, mais à part ça, partout au Québec, les taux d'inoccupation sont extrêmement bas, qui vient mettre de la pression sur les locataires et en particulier sur les femmes. Donc, cette rareté-là de logement locatif augmente la discrimination. Par exemple, des femmes qui ont des revenus qui sont très bas peinent à joindre les deux bouts et ça fait déjà plusieurs années qu'on nous en parle, les colocations non choisies. Les femmes qui, pour arriver, n'ont pas le choix d'aller en colocation, mais souvent au détriment de leur sécurité, qui vivent avec des colocs qui sont pas idéales puis qui ont peur dans leur logement. Donc ça, c'est des situations qui sont en train qui sont en augmentation, même si elles sont pas nouvelles. Pour les femmes à l'aide sociale, ça fait longtemps qu'on entend des témoignages comme ceux-là et ça ne date pas d'hier, mais ce qu'on voit actuellement, c'est que ces situations-là sont en augmentation.
l'itinérance cachée qui est vécue d'abord par les femmes, par les jeunes, mais aussi par les femmes est en hausse. Et il y a dans plusieurs régions, on voit ces témoignages de femmes qui vivent cette itinérance cachée parce qu'elles sont incapables de se reloger quand elles doivent quitter leur logement, notamment. Parce que là, on parle de la pénurie de logements, mais plus largement, toutes les situations de mal logement dont on a parlé davantage enfin pendant la pandémie, l'insalubrité, les logements surpeuplés, des situations qui, elles aussi, sont en augmentation. Le surpeuplement des logements est très important à Montréal et on ne le voit pas, mais des familles qui cohabitent, qui vivent à plusieurs dans un petit logement, ça a des conséquences sur la santé physique et mentale, sur le stress qui est souvent vécu, assumé, particulièrement par les femmes, sur les situations de violence aussi, dont je suis certaine qu'on va reparler. Donc, toutes ces situations de mal logement, pénurie ou pas, qui sont vécues de façon encore plus dramatique pour les femmes, ça, ce sont des réalités bien concrètes quand on parle de logement, si on va aller au-delà des statistiques. Enfin, dans l'accès au logement, on en a parlé, des réalités particulières à prendre en compte, en plus de celles notamment des femmes chefs de famille monoparentales, les femmes qui se séparent et qui n'ont pas de crédit, entre autres les femmes immigrantes qui souvent n'ont pas de crédit non plus, qui vont vivre particulièrement ces embûches dans l'accès à un logement, celles des femmes âgées. Pour vous donner juste un chiffre sur les écarts de revenus, on a dit que les femmes étaient plus pauvres que les hommes. Les femmes locataires, en général, ont un revenu annuel de 6 000 $ de moins que celui des ménages sous la responsabilité d'un homme. Pour les femmes âgées, l'écart est de 11 000 $, donc pour les locataires de 75 ans et plus. Et ça vient nous illustrer en un seul chiffre pourquoi, avec les évictions qui se multiplient actuellement, avec la spéculation immobilière, à quel point les femmes sont particulièrement victimes de ça. C'est important de s'attaquer à la crise du logement avec des politiques structurantes quand on connaît les effets qu'a la situation actuelle sur les femmes et surtout l'insuffisance du filet social. Ces femmes-là ont besoin d'avoir un endroit où aller pour vivre en sécurité, pour vivre dans la dignité, pour avoir un logement adéquat. Mais toutes ces femmes qui vivent de l'itinérance cachée, ces femmes victimes de violences conjugales qui ne réussissent pas à se trouver un logement adéquat lorsqu'elles quittent une ressource, or, quand elles en ont besoin, elles doivent attendre pendant des mois, pendant des années. Et même les femmes victimes de violences conjugales qui ont une priorité dans l'accès au logement social, elles doivent quand même attendre des semaines et des mois. Je pourrais conclure en disant que la situation actuelle illustre plus que jamais à quel point il faut des politiques sociales fortes pour protéger les femmes, mais aussi des mesures pour encadrer le marché privé puis éviter les situations de très grande précarité dans laquelle on jette des femmes dans des situations de très grande précarité où leur sécurité est mise à mal. Ça correspond d'ailleurs au portrait des femmes qu'on reçoit à l'Auberge Madeleine. Je les vois, ces femmes-là qui ont été victimes d'éviction. Puis je constate aussi la hausse des prix des logements. Puis je peux pas m'empêcher de penser à comment ça peut affecter les femmes qui vivent dans une situation de violence conjugale. Gaëlle, j'imagine que ça peut les rendre d'autant plus vulnérables et d'autant plus... Ça peut rendre leur situation d'autant plus difficile. Effectivement, le logement est vraiment une des clés majeures pour sortir de la violence. Quand on vit dans un foyer violent, c'est très très difficile de quitter, notamment pour des considérations matérielles. Où est-ce que je vais mettre mes enfants? Parce qu'une femme, en général, elle est pas toute seule, elle a ses enfants avec elle. En l'occurrence, dans les maisons d'hébergement, on accueille plus d'enfants que de femmes. Donc c'est sûr que la situation de violence conjugale va les précariser sur le plan économique, puis évidemment sur le plan moral. Il y en a beaucoup qui restent à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de solution pour elle pour offrir un cadre de vie à ses enfants. Donc elle va supporter la situation et essayer de protéger ses enfants au sein du foyer, c'est-à-dire finalement prendre plus la colère et les nerfs du monsieur sur elle autant que possible plutôt que sur les enfants. Combien de femmes sortent des maisons d'hébergement dans des logements qui ne sont pas du tout adéquats, soit qui soient avec des gros enjeux de salubrité, soit des enjeux de taille d'appartement. Quand on a 3 enfants, ça se peut qu'on se ramasse dans un tout petit appartement parce qu'on n'est pas capable de payer plus. Donc le parc de logements sociaux, c'est extrêmement important pour les femmes qui sortent des maisons d'hébergement. Mais je dirais c'est aussi important par rapport au fait que les maisons d'hébergement elles-mêmes se construisent sur le parc de logement social. Alors, s'il n'y a pas de logements sociaux, il n'y en a pas pour les femmes qui pourraient y habiter, mais il n'y en a pas non plus pour créer des places en maison d'hébergement. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dont les séjours sont très prolongés dans les refuges parce qu'il n'y a pas de place pour les sortir, mais ça fait que ça donne un goulot d'étranglement. Des femmes qui seraient prêtes à partir n'ont nulle part où aller, ce qui occupe les places qui sont supposées être destinées à celles qui sont actuellement en besoin d'en avoir.
Puis là-dessus, malheureusement, on n'obtient toujours pas que le gouvernement applique une analyse différenciée selon les sexes dans ces différents programmes. Parce qu'il y a beaucoup de financement en itinérance, mais malheureusement, la question des particularités des enjeux des femmes itinérantes, et notamment toute cette itinérance cachée, puisqu'elle est cachée, elle n'est pas prise en considération. Je voudrais d'ailleurs à cet égard rappeler que beaucoup des financements qui sortent actuellement sont des financements qui viennent du fédéral. Et qu'au niveau fédéral, dans la stratégie nationale logement, il y avait des cibles femmes clairement nommées. Que malheureusement, le Québec a laissé tomber dans son entente avec le fédéral. Bon, on a fait un bon état de la situation, puis je pense qu'on comprend assez bien les enjeux qui touchent spécifiquement les femmes, mais j'aimerais me tourner vers du côté politique, puis essayer de comprendre un peu quelles sont les causes de la situation actuelle en habitation. On sait que c'est assez complexe, mais Catherine, est-ce que, puis je me tourne vers toi comme mairesse, mais aussi comme ancienne porte-parole en matière d'habitation au provincial, c'est quoi les causes de cette crise-là qu'on vit en ce moment? Il y en a plusieurs. C'est sûr que je pense que mes collègues vont également s'entendre sur le fait que c'est un sous-financement chronique. C'est le fait qu'on n'a pas assez investi pour développer une offre de logement social et communautaire qui soit à la hauteur des besoins. Même chose en général depuis une vingtaine d'années avec le désengagement de l'État dans le milieu communautaire. On parle de première ligne. C'est certain que ça a des effets parce que, comme on le dit, c'est tout un cycle. Une femme victime de violence va être plus à risque d'avoir une situation d'itinérance, par exemple. Plus globalement, sur la situation de l'accès, que ce soit à un logement ou même à l'accès à une propriété, c'est une mauvaise planification là en fonction de l'évolution démographique également là, du Québec. On a vu des plus récents chiffres là, dernièrement. Le Canada en général, dans l'OCDE, on est le pays qui a le moins de logements disponibles par habitant. Donc, déjà là, à la base, il y a vraiment un déséquilibre qui se crée entre l'offre et la demande qui, par la suite, a des répercussions sur le marché de façon générale. Ça donne les résultats là, auxquels on fait face aujourd'hui, malheureusement. Véronique, est-ce qu'il y a des choses à ajouter de ton point de vue? Oui, ben d'abord, c'est clair là, que le désengagement de l'État et le sous-financement du logement social pendant des années mènent à cette situation-là dans laquelle il n'y a pas de filet social pour les femmes qui ont besoin maintenant d'un logement adéquat, pour les femmes en situation d'itinérance qui auraient besoin d'un logement social aussi avec soutien communautaire. Le mot itinérance là était là une fois dans le budget déposé la semaine dernière à Québec. Donc, on a l'impression que même si partout l'itinérance est en hausse, que la crise du logement entraîne des conséquences dramatiques, il y a vraiment encore aujourd'hui, même si on répète depuis des mois que ça urge, il y a un désintérêt de la classe politique à Québec de la situation des locataires. Et on est à une semaine là, du budget québécois. C'est un scandale, alors que depuis des mois, on répète que la situation est intenable, qu'il y a des familles qui vivent dans des motels pendant des mois, des gens qui dorment dans leur char au Québec, des personnes qui se retrouvent dans des situations d'itinérance, notamment de nombreuses femmes dont on vient de parler en situation d'itinérance cachée. Et il n'y a pas d'investissement ciblé pour la création de nouveaux logements sociaux. Je le dis parce que là, on assiste là, à des communiqués de presse là, depuis quelques jours là, sur les 247 millions du budget qui finançaient des unités déjà promises depuis des années de logement et qu'on n'a même pas financé en 4 ans, même si c'était une promesse électorale. Malheureusement, on assiste à une opération de communication politique pour donner l'impression que le gouvernement du Québec s'occupe du logement, alors qu'on a actuellement du rattrapage des investissements qui auraient dû être faits il y a longtemps et à tout le moins qui auraient dû être fait il y a 4 ans au budget numéro 1 de la CAQ. Alors, au niveau de la création de nouveaux logements, donc qui sont pas des projets déjà en route, là, il y a aucun financement dédié à du logement social. Il y a un nouveau programme, un programme qui va financer du logement abordable. Donc, pour la première fois en 25 ans, l'État québécois va financer aussi des logements privés. Mais le problème, c'est que ces logements-là, qui ne sont pas des logements sociaux, permettent pas de répondre nécessairement aux besoins des femmes, aussi bien que le font les projets de coopératives et d'organismes sans but lucratif avec soutien communautaire dans certains cas. C'est pas une mesure aussi structurante et surtout, elle n'a pas un effet aussi pérenne au niveau de la sécurité d'occupation puis du contrôle sur ses conditions de vie. Donc, on peut pas dire qu'un logement privé, ça égale un logement social. Mais actuellement, on assiste donc non seulement à l'abandon du logement social, mais en fait à une privatisation qui n'aura pas les mêmes effets structurants qu'avaient les investissements dans le programme Accès Logis jusqu'ici. Toute la question dont parle Véronique d'être structurant. Donc, être structurant, c'est dans l'appareil public, c'est pas sur le marché privé. Ça, c'est clair, que les investissements restent dans la collectivité. Puis là-dessus, il y a aussi un autre enjeu dans le fait que toutes les sommes soient dédiées
à des nouveaux logements. Oui, il faut de la création de logements, mais il faut aussi entretenir le parc existant. Parce que quand on parle de gens qui vivent dans des endroits vétustes, là, c'est aussi dans le parc public ça, que ça existe. C'est pas juste chez les privés. Et ouvrir des nouveaux logements, c'est très bien. Et c'est vraiment du plus si ce que j'ai déjà est entretenu. Parce que si j'ouvre des nouveaux logements pendant le temps que j'enferme parce qu'ils se deviennent insalubres ou carrément insécuritaires, ben là, j'ai pas gagné une place de plus, j'ai pas gagné un appartement de plus. Et Catherine, tu as parlé de sous-financement, sous-investissement des gouvernements, mais comment le milieu municipal peut prendre en main cette crise du logement? Comment le milieu municipal peut changer la donne? Mais là, d'abord, par rapport justement aux nouvelles unités annoncées dans le cadre du nouveau programme, c'est quand même important de mentionner aussi qu'on en prévoit seulement 1000 à la grandeur du Québec. Puis pour donner un effet de proportion, juste à Longueuil, il y a 1500 ménages qui sont en attente d'un logement là, à prix modique. Ça, c'est à part de tous les effets également sur la classe moyenne. Véronique parlait de la fameuse clause F par rapport aux logements qui sont des nouveaux logements, là, moins de 5 ans. Personnellement, il y a beaucoup de familles qui m'interpellent. Je veux dire, des gens qui gagnent un bon salaire, qui ont un loyer qui est quand même déjà élevé parce qu'ils sont dans un nouveau, par exemple, condo locatif, puis qui doivent subir cette année là, une hausse de 200-300 $ du prix de leur loyer. Donc, c'est sûr que nous, comme municipalité, d'abord, ce qu'on peut faire, c'est jouer un rôle de leadership. D'ailleurs, autant là, la CMM que l'UMQ ont pris des positions très fortes pour justement sensibiliser, on espère, finalement, le gouvernement à la question du logement. Mais manifestement, on a eu, c'est la grande déception là, du budget présenté la semaine dernière parce qu'on est loin d'aller vers des pistes de solutions là, pour régler l'enjeu à moyen et long terme. Parce que même si on se lançait dans une construction, évidemment, on le verrait aboutir là, dans quelques années, mais en ce moment, il y a une situation urgente qui impose aussi des actions qui soient rapides. Il y a toute la question en ce moment, on sait que, par exemple, le programme de subvention au loyer, c'est pas une action qui est structurante parce que, justement, on va donner un supplément aux gens pour qu'ils puissent se loger sur le marché privé, mais en ce moment, le montant attaché à ça est tellement bas que les gens sont souvent obligés là, d'avoir un logement qui est insalubre. Donc, comme je disais, les villes peuvent jouer un rôle de leadership. Les villes, évidemment, contribuent également au logement social, mais c'est sûr que la part plus grande de financement vient de Québec. Quoique là, maintenant aussi, avec le nouveau programme qui a été mis en place de Habitation abordable Québec, la contribution des municipalités est beaucoup plus grande que dans le programme Accès Logis. C'est correct dans la mesure où nous, par exemple, comme ville à Longueuil, on va appuyer là, les différents projets qui vont être soumis dans le cadre de ce programme-là, mais les revenus des municipalités n'augmentent pas, on diversifie pas nos revenus, on permet pas là, une meilleure répartition entre nos responsabilités et celles du gouvernement du Québec et le fédéral, parce que c'est certain que c'est compliqué l'habitation au Québec aussi parce que c'est une compétence qui est partagée par 3 paliers de gouvernement. Ça ajoute également beaucoup de lourdeur. Je pense que les villes aussi, on peut se responsabiliser puis de trouver des moyens d'être peut-être moins lourds dans nos exigences réglementaires parfois là, pour accélérer le développement de certains programmes. Mais autrement, il y a des règlements qu'on peut adopter, comme par exemple Montréal a joué un rôle de leadership dans les dernières années avec l'adoption d'un règlement d'inclusion qui force les promoteurs à pouvoir contribuer à l'offre de logements sociaux et communautaires. Mais encore là, si on n'a pas par la suite là, le financement concordant des autres paliers comme le gouvernement du Québec, c'est difficile de concrétiser. Donc, le programme dont tu parles, c'est par exemple le 20-20-20, là, où on demande aux promoteurs immobiliers de faire 20% de logements familiaux, 20% de logements abordables, puis 20% de logements c'est intéressant. Par contre, ce qu'on a normaux. C'est que les promoteurs passent à côté puis ils paient plutôt la contribution pour s'en dédouaner. Puis probablement que la contribution exigée, elle n'est pas assez élevée. En tout cas, je le pense. Sinon, elle serait, si elle était assez élevée, les promoteurs seraient plus encouragés à faire les logements sociaux. En tout cas, ça contribuerait parce que à Montréal, l'argent est investi dans un fonds qui, par la suite, aide à développer des projets. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant. Nous, on l'étudie à Longueuil. Également, on peut, par exemple, interdire la conversion d'immeubles locatifs en condos lorsque le taux d'inoccupation est, par exemple, sous les 3%. Nous, c'est quelque chose également qu'on souhaite faire là, de notre côté à Longueuil pour l'insalubrité. En tout cas, nous, on faisait très mauvaise figure, malheureusement. Donc, on compte engager des nouveaux inspecteurs pour faire appliquer le code municipal. Puis moi, je pense que les municipalités peuvent prendre plus d'espace également sur la question de l'habitation au Québec. Encore faut-il que ça se soit discuté avec les autres ordres de gouvernement. Puis d'ailleurs, le maire de Laval et moi, on va organiser là au mois d'août prochain un grand sommet avec les partenaires de l'habitation pour voir de quelle façon, justement, on peut se doter de solutions structurantes qui vont avoir un
effet généralisé sur notamment le marché locatif. Et j'ajouterais que les villes, tantôt quand je parlais de la répartition, puis également de la capacité d'agir, puis les pouvoirs qui nous sont conférés, c'est sûr qu'un droit de préemption aiderait énormément les municipalités à agir comme tel. Une réforme de la loi sur l'expropriation également qui permet d'agir un peu à l'extérieur de la spéculation foncière, la spéculation immobilière, parce qu'on s'entend à l'heure actuelle, par exemple, dans un milieu très densément peuplé, très urbain comme Longueuil, il y a une rareté de terrain. Donc, les terrains deviennent très stratégiques et évidemment, il y a énormément de promoteurs qui peuvent être intéressés à acquérir les terrains là, lorsqu'ils sont sur le marché. Donc, le droit de premier achat, ça permettrait à la ville de faire une première offre au prix demandé sans que le terrain là, donc soit soumis à la spéculation immobilière. Puis ça, c'est certain que ce serait un outil là, formidable pour, évidemment, dans la mesure où les villes ont des stratégies pour accompagner les développeurs communautaires dans la réalisation de projets. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de maires, de mairesses à travers le Québec qui ont ces objectifs-là. Moi, j'ai sensibilisé à de nombreuses reprises la ministre des Affaires municipales à ce sujet. Puis c'est d'ailleurs un des grands thèmes qu'on souhaite aborder là, dans le cadre du sommet au mois d'août. Bon, on a évoqué des solutions. Vous avez beaucoup parlé de logement, de création de logements abordables. Je pense que c'est essentiel, d'investissement du gouvernement dans le logement abordable. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions qu'on pourrait amener qui seraient primordiales là, selon vous pour aider les femmes particulièrement en matière de logement? Et là, je vais revenir avec l'analyse différenciée selon les sexes. C'est quand même un engagement du Québec à la conférence de Pékin en 1995 qui n'est pas appliqué. Donc, pour nous, dans les groupes de femmes, là, c'est clair que sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, c'est ça la mesure structurante. Parce que c'est quand le gouvernement québécois va accepter de se conformer, à ses engagements, puis de se donner des obligations concernant ça au niveau budgétaire dans chacun des ministères, de manière à contrecarrer les effets pervers justement de politiques qui sont simplement mur à mur sans tenir en considération l'impact spécifique sur les femmes. Mais je suis d'accord avec ce que Gaëlle a dit, il faut que le sentiment d'urgence qu'on constate sur le terrain, pour toutes ces femmes dont on a parlé aujourd'hui et plus largement ces locataires victimes de la crise du logement, il faut que ce sentiment d'urgence-là percole au gouvernement. On va avoir un budget fédéral, il risque d'y avoir une initiative de création rapide de logements phase 3. Ça peut contribuer à financer plus rapidement des projets qui s'adressent aux femmes victimes de violences conjugales notamment. Mais ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que ça prend des mois avant que ça descende. Même chose pour le programme Accès Logis pour lequel il n'y a aucune nouvelle unité dans le budget. Ça prend des mois avant que les annonces d'un budget précédent arrivent et on n'a plus ce temps-là. Donc, c'est hier qu'on avait besoin de centaines de milliers de nouveaux logements sociaux pour répondre aux besoins. Donc, il faut lancer un grand chantier. Puis, on peut plus attendre un budget après l'autre. Il faut avoir une vision sur 5 ans. Il faut des investissements donc récurrents dans le logement social. Sinon, nous, au Frappru, présentement, on interpelle le gouvernement du Québec pour qu'il adopte une politique globale en habitation basée sur la reconnaissance du droit au logement. Ça aussi, le droit au logement, on s'est engagé à le mettre en œuvre progressivement au maximum des ressources disponibles en adhérant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1976. Puis actuellement, on n'a pas une mise en œuvre progressive. On assiste à des reculs majeurs dans la mise en œuvre de ce droit-là. Donc, c'est le temps de le mettre au centre des interventions politiques. Peut-être que ça va aider à mieux cadrer les priorités. Mais si je peux juste rebondir, moi, sur l'enjeu de l'itinérance qui a été abordé là au début de notre rencontre, ça, c'est clair également qu'on doit absolument avoir des ressources là, spécifiques pour les femmes. Tantôt, on a beaucoup parlé également d'itinérance cachée. Moi, je vous dirais je sais que vous êtes toutes les deux également sur le terrain, mais je le vois dans les organismes communautaires, dans les ressources d'hébergement d'urgence. Cette itinérance féminine, elle est de moins en moins cachée. Elle est de plus en plus présente là, dans nos organismes qui offrent justement de l'hébergement d'urgence. Il y a également des besoins qui sont pas pris en considération dans ces ressources-là. Souvent, par exemple, les besoins en matière là, d'accès à des trousses d'hygiène, par exemple. Donc, on a absolument besoin d'avoir des ressources spécifiques. Je suis sûre que tous sont d'accord avec ça. Il faut lutter contre la pauvreté des femmes à la base. Il faut lutter contre la pauvreté systémique des femmes qui fait en sorte qu'à la retraite, les femmes sont si pauvres, que les femmes sont plus nombreuses à travailler au salaire minimum. Donc, il faut augmenter les prestations d'aide sociale. Donc, on n'est pas... C'est bon de le rappeler parce qu'elle était en filigrane de toute notre discussion. C'est ce qui met fin au 6e épisode de notre série Balado. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour les personnes intéressées à entendre la discussion intégrale de l'échange sur les réalités des femmes locataires,
Celle-ci est déjà disponible dans la section vidéo de la page Facebook de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie, ainsi que sur notre chaîne YouTube. En ce qui nous concerne, on vous offrira du nouveau contenu en juin prochain pour l'avant-dernier épisode de Nos voix pour des toits.